Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Je cite, au moment où, partout ailleurs, on constate une deuxième vague de l'épidémie, couplée à l'apparition d'une nouvelle souche du virus, plus contagieuse, je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Fin de citation. Paul Biya, message à la nation le 31 décembre 2020. Par là, il ne fait point de doute que le chef de l'État appelle ses concitoyens à un sens plus élevé de responsabilité. Le président de la République dit avoir personnellement constaté que la plupart de ses concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Chief Dr Joseph John Gouté, à 16h32 GMT, le Cameroun présentait les statistiques suivantes pour ce qui est du coronavirus. 27 336 cas, 1993 sous traitement, 24 892 ont recouvré la guérison contre 451 décès. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Covid-19 et deuxième vague de contamination dans l'indifférence totale. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Mathias Kameni, MK. Bonsoir. Bonsoir, Merveilleux. Bonsoir, Serge Alain-Outou. Merveilleux. Merci. Voilà. Bonsoir aux vaillants militants de la Renaissance du Cameroun et nos sympathisants. Bonsoir au couple présidentiel depuis le quartier Santa Barbara, c'est à Yaoundé. Bonsoir à mon ami personnel, M. Magellan et M. Moudi. Voilà, merci, bienvenue. Vincent de Paul Yélé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Voilà. Didier Mko, bonsoir. Bonsoir Serge Alain-Outou, bonsoir à tous les militants du FSNC. Et je formule mes meilleurs vœux de santé et de prospérité à mon cher ami, l'ancien conseiller municipal Kameni. J'ai transféré du SDF. Je salue mon ami Ndougou, mon frère et ami du PCM que je rencontre pour la première fois. Conseiller municipal que je rencontre pour la première fois. Oui. En ce plateau. Merci une fois de plus de m'avoir invité à cette agora, comment je dirais, journalier ou bien quotidien. Merci Serge. Raphaël Ndougo, bonsoir. Merci Serge Alain-Outou. Permettez-moi de vous remercier une fois de plus de m'avoir invité. C'est une Champions League, bien que le CHAN soit en préparation dans quelques jours, mais la Champions League, le débat télévisé de tout le continent africain. Et lorsqu'on chausse les crampons pour prendre part, on est sérieux. Donc je voudrais donc dire bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs de par le Cameroun et même dans le monde entier, et tous les techniciens qui vous accompagnent, sans oublier les co-panélistes. Merci de m'avoir invité. Voilà, on va dire également tout de suite merci Dr Jean-Chou Prévost depuis Montréal au Canada. Bonsoir docteur, bienvenue une fois de plus. Bonsoir Serge Alain-Outou, merci. Bonsoir à tous mes copanélistes. Je salue tout le peuple camerounais dans cette période difficile. Voilà, on va rester avec vous docteur. Dites-nous, quelle est la situation actuelle? Nous sommes le 14 janvier. De l'épidémie, la pandémie au niveau chez vous au Canada. Et un mot peut-être sur le vaccin, parce que ça fait débat. Hein? Est-ce que vous êtes vacciné, docteur Jean-Chou? Oui, la pandémie a repris de vive allure. Docteur Jean-Chou, vous êtes vacciné déjà? La vaccination est faite, tout à fait, oui, exactement. Donc, nous avons eu le privilège d'avoir été parmi les premiers à être vaccinés par rapport à cette période où on priorise selon les personnes
à risque et le personnel de santé est en premier lieu une catégorie à haut risque, tout à fait. Voilà la situation maintenant de la pandémie au niveau du Canada, rapidement. Oui, surtout à la deuxième vague, surtout par rapport à la deuxième vague de contamination. Exactement. Donc la deuxième vague a repris vraiment de façon très très forte en fin d'année, mais je dirais que c'est depuis le retour de fête, donc après la fin de l'année, qu'on a vu augmenter de façon majeure le nombre de cas. On a actuellement au Québec une préoccupation avec plus de 1500 patients hospitalisés et avec beaucoup de ces patients sont en situation critique. Donc au jour d'aujourd'hui, on a 230 patients qui sont en situation critique, ce qui est quand même préoccupant. Donc on se souvient que depuis le mois de mars, la pandémie a déjà fait plus de 8800 décès au Québec. Et pour ce qui est du Canada, le nombre de décès a dépassé 17 500 à l'échelle du Canada. Donc on est actuellement en train de limiter les activités sur tout ce qui est chirurgie planifiée ou soins hospitaliers programmés pour faire la place pour accueillir tous ces malades. Et en particulier à Sainte-Justine, on va devoir nous accueillir certains adultes de moins de 40 ans pour permettre à ce qu'ils soient pris en charge parce que la deuxième vague a l'air de partir de façon très, très intense. Ok, merci docteur, on revient à vous dans un instant. Raphaël Ndougou, le président s'est adressé le 31 décembre dernier, il a appelé les Camerounais à revenir au respect scrupuleux des mesures barrières. Mais vous avez constaté dans la rue qu'il a demandé aux Camerounais de porter à nouveau les masques. Pourquoi? Le président prêche dans le désert, il a prêché dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Dieu aime les Africains. Dieu aime particulièrement les Camerounais. J'avoue que si cette pandémie-là sévissait en Afrique ou alors au Cameroun, comme ce fut le cas, ou bien comme c'est le cas de l'autre côté, on ne devait même plus avoir la force d'enterrer les morts. Donc je commence par le fait que les Camerounais prient beaucoup et il faut qu'ils continuent de prier davantage. Oui, il y a eu les morts là, les gens ne prient pas là-bas? Je pense qu'ils ne prient pas. Comment ça? Et on ne prie pas en Italie? S'ils priaient, ils ne devaient pas inventer leur maladie comme ils l'ont fait. Mais Raphaël Ndougou, on ne prie pas en Italie? Je dis qu'on prie là-bas et ce n'est pas suffisant parce qu'en même temps qu'on prie, et c'est en même temps qu'on invente les maladies. Et quand on invente les maladies, la cible, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, donc, et trouve que dans la prière des Africains, il y a justement cette tradition sur laquelle les Africains sont encore accrochés. Si j'ai évoqué l'aspect prière, je voudrais dire que je suis en accord et je suis totalement d'accord avec le président de la République qui demande qu'on continue de porter les masques et laver les mains. Régulièrement. Parce que si cette affaire arrivait ici, je vous assure, quand on circule au quotidien, quand on marche dans nos rues, on dit qu'est-ce que Dieu aime l'Afrique. J'ai dit n'importe quoi, retrouvons-nous au marché ou à l'Okafoun de Kouti. Voyons comment on circule là. Parce que les administrations peuvent se battre, bon Dieu, dans les administrations, on se bat, on met des lave-mains, on met quand même des mécanismes pour lutter contre cette affaire, pour balayer la route. Mais maintenant, au quotidien, qu'est-ce que nous faisons? Quand j'ai dit de Kouti, j'ai bien voulu évoquer des endroits où nous allons souvent prendre Kinbien et tout ce que vous imaginez. On n'a pas de respect là-bas, parlant de la distanciation sociale. De rien du tout. D'ailleurs, personne ne porte cela, le masque. Même autrefois, quand on avait d'abord interdit, où on avait demandé la fermeture des bars, on voyait quand même devant les bars, on pouvait laver les mains. Actuellement, ça n'existe même plus. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il va falloir continuer à marcher derrière chaque Camerounais? Je n'ai pas envie de faire un petit test de ce masque-là. Mais moi, j'ai mon masque dans la poche de ma veste. Donc vous voulez dire que les autres ici n'ont pas de masque? Non, c'est pas ce que je dis. Ça peut être que ceux qui nous regardent à la maison. Je dis un petit test. Okay. Mais maintenant, la préoccupation, c'est que est-ce qu'on va marcher derrière chaque Camerounais
pour qu'il se préserve d'abord lui-même. Parce que quand quelqu'un est malade, il se soigne d'abord lui-même, dans sa tête. Parce que vous arrivez à l'hôpital, vous dites, je vais à l'hôpital pour me soigner. Maintenant, avant de tomber malade, qu'est-ce qu'on fait avec la situation que nous voyons ailleurs? Nous avons longtemps parlé ici des mesures et tout ce qui est comme plateau technique. Nous connaissons déjà tout cela. Mais maintenant, qu'est-ce que le Camerounais fait au quotidien pour lutter, pour barrer la route à cette affaire? C'est pour ça que j'ai évoqué l'aspect prière. L'aspect prière nous a amené le Monseigneur Cléda. Parce que Monseigneur Cléda a sa position qui marche bien. Il a dit que s'il veut que les spécialistes viennent lui prouver le contraire. Mais vous voyez donc à quel niveau nous sommes obligés d'appeler Dieu, mais nous-mêmes, parce que Dieu lui-même à un moment donné demande aux gens de pouvoir se protéger. Tu ne peux pas laisser, si le feu prend quelque part dans une maison, tu ne peux pas laisser là pour dire que bon Dieu va te sauver. Donc il faut que les Camerounais obéissent au moins sur ce que le président a demandé le 31 décembre. C'est-à-dire avoir son masque, là on est dans une foule, quand on le porte, quand on arrive quelque part, on peut avoir son gel. Ça dit qu'il y a des gels qui sont 200 francs aujourd'hui, au moins pour que nous soyons à l'abri. Dieu seul sait, avec la saison sèche qui plane dans ce moment-ci. Vous voyez, quand on a l'abri, on crache partout, et ça, la poussière qui soulève tout cela, je dis que le bon Dieu aime le Cameroun. Didier Imkwa, cet appel du président de la République semble ne pas être suivi jusque-là. Serge Alantou, lorsque vous m'avez transmis ou proposé le sujet, il y a une expression qui a attiré mon attention, l'indifférence. Ouais. L'indifférence n'est pas un fruit du hasard. L'indifférence ne naît pas d'une situation ex nihilo. L'indifférent n'est pas moins un chaos. Parce que lorsqu'on est indifférent, on se laisse à la prière, comme a dit mon ami Ndougou, soit on balance des expressions telles que le nègre ne meurt pas de telles choses. D'où vient donc l'indifférence? C'est pour ça que je parle d'une situation haine. L'indifférence vient du fait que la pandémie, qui est une épidémie internationale, est un sujet clivant. Très très clivant. Au départ, nous avons cru que c'était une problématique liée à la santé publique, mais il se trouve que les enjeux ont dépassé le jeu. Il y a deux écoles aujourd'hui, deux écoles scientifiques qui s'opposent de façon diamétrale. Il y a la première école qui pense que le coronavirus est le fruit d'une manipulation du génome d'un virus existant dont l'habitat naturel peut être soit le pangolin, soit la chauve-souris. Le génome, en fait, c'est quoi? Le génome, c'est le capital des ADN, de tout ce qui est génétique chez un être humain ou végétal, c'est ça qu'on appelle génome. Donc il y a des pratiques de manipulation des gènes lorsqu'on a un objectif à atteindre. Et l'objectif à atteindre ici, c'est cette école. C'est une école qui ne manque pas d'arguments solides, d'arguments béton. C'est peut-être pour réduire la menace de la géographie humaine africaine. Lorsqu'on suit des discours comme celui par exemple de Stephen Smith, l'auteur de l'ouvrage La ruée vers l'Europe, il démontre dans son ouvrage que, il faut le lire cet ouvrage si vous ne l'avez pas encore lu, il démontre dans cet ouvrage que si les leaders européens continuent avec cet angélisme, cette façon de montrer qu'ils aiment trop le monde entier, d'ici 2100, sur 10 Européens, 9 seront africains. Ils posent un réel problème. Donc la géographie humaine africaine pour eux est une grosse menace. Il faut la réduire. Ça, c'était cool. Et n'en déplaise à certaines personnes qui me traitent de complotiste, moi je les traiterais des nègres de jardin qui veulent faire plaisir peut-être aux Occidentaux. Mais c'est un fait réel. Stéphane l'a dit, Sarkozy, qui c'est vrai n'est plus français, mais qui est un acteur influent de la France-Afrique, a eu le courage de dire face aux Africains sans croc que l'homme africain, les immigrés, sont les causes principales des changements climatiques. Ce qui est hérésie, Mazon, personne ne lui a répondu. Il y a une deuxième école qui croit en fait que c'est un phénomène scientifique que l'on peut expliquer, qui n'a rien à voir avec la manipulation biologique sans bioéthique. Et c'est là où le président de la République, dans le paragraphe 5 de son discours, pose le problème
de l'écologie, de la protection de la biodiversité, que répond aujourd'hui le président français Emmanuel Macron. Donc vous voyez donc que c'est un sujet très très clivant. Il y a eu des batailles tout autour. On se demande encore si on est dans la santé publique, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Il y a des batailles entre les laboratoires, entre les officines néolibérales. Donc, voilà exactement. Et à notre niveau, pardon, je ne vais pas sortir, à notre niveau, le sujet est encore plus clivant parce que c'est devenu une problématique politique. On a cru qu'au départ, comme je l'ai dit, c'était un problème de santé publique, mais c'est devenu un objet de propagande politique, c'est devenu une récupération. On a focus beaucoup plus sur la gestion des grosses sommes qui entourent cette pandémie. On laisse la sensibilisation. Donc vous comprenez pourquoi le bas peuple, qui presque, je le dirais comme ça, peut-être avait en face, qui ne sait plus à quel sens se vouer, est tombé dans l'indifférence. Ok, merci. Mathias Kameni, pour vous, lorsque vous regardez parcourir les rues de Douala, vous sentez cette indifférence-là alors qu'on parle de deuxième vague de contamination. C'est comme si les gens n'étaient pas au courant de ce qui se passe par rapport à cette deuxième vague de contamination. Qu'est-ce qui justifie cette indifférence, à votre avis? Monsieur Sejalin, c'est effectivement parce que les mesures, les vraies mesures, n'ont pas été prises dès le début de cette pandémie. Alors, le régime de Yaoundé avait minimisé au départ et n'ont pas mesuré les risques que les populations pouvaient endurer après. Et aujourd'hui, je pense qu'ils constatent, et je suis sûr, que la situation devient de plus en plus difficile et que ça sera plus facile à maîtriser. Parce que M. Sejalin fait une sortie et puis dit, voilà, continuez à respecter les mesures barrières, mettez vos cachets, ça ne suffit pas. Regardez, dans d'autres cieux, nous avons observé, on a vu que les vraies mesures ont été prises. C'est-à-dire l'État avait déployé les moyens pour assister ces populations. Mais je peux même dire que cette situation conforte même le régime. Parce qu'en réalité, lorsque vous trouvez un régime amorphe, qui se retrouve dans l'incapacité de servir son peuple, alors il se retrouve obligé même de se cacher derrière cette pandémie. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien leur demander. Dès qu'on se voit là, ils vous disent seulement non, Corona est venu tout déjouer nos plans. En réalité, ça les conforte. Sinon, expliquez-nous, comment est-ce que le régime de Yaoundé avait pris tous les risques d'ouvrir les bars où tout le monde sait que c'était des milieux qui étaient de plus en plus dangereux pour les contaminations. Alors, avant qu'ils ne prennent ces décisions, quelles mesures ils avaient prises? Rien du tout. Non, en réalité, c'est une situation qui devient de plus en plus compliquée pour le régime. Et mon parti a été le premier parti à attirer leur attention concernant cette pandémie. De dire, prenez des dispositions compte tenu de ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, donc, ils ont même les moyens de faire face, mais qui à l'époque était chaos. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun avait pris les dispositions de dire au régime de Yaoundé, prenez cette affaire au sérieux. Et nous avons plutôt dansé des antipatriotes et de quoi je ne sais. Mais aujourd'hui, ça les rattrape, sur ces jalons. Lorsque il s'était même permis à un moment donné, parce qu'il ne faut pas seulement dire, voilà, mettez vos cache-nez et observez les mesures barrières. Lequel cache-nez, ils avaient même commencé par vendre la pièce à 1000 francs. Imaginez. Ils avaient dit que la Sicambo produit des cache-nez et que ça devait coûter 1000 francs. Je l'avais bien entendu. Alors imaginez-vous. Un parent. Votre camarade qui voulait être maire à Bamendjoura. J'espère qu'il n'est pas de l'État. Hein. Imaginez-vous. Il a fabriqué les gels. Imaginez-vous. Les masques qu'il vendait. Un parent qui a 5 enfants et qui peine à dépenser pour sa ration 1500 francs par jour. Mais qui a 5 enfants qui vont à l'école, qui faut 5 cache-nez et qu'il faut l'acheter à 1000 francs.
Non, est-ce qu'on oblige les gens à avoir des cachets ici comme Mathias Kabini? Mais attendez le débat. Mais le débat, effectivement, c'est justement ce qu'on doit. On ne doit pas obliger les Camerounais à prendre c'est justement pourquoi je vous dis que. Il a un camarade qui vit à Douala, mais qui voulait être à Bamandjou. C'est justement qui a fabriqué des gels et des masques et qui les vendait. Il n'est pas du gouvernement. Ils agissent un peu comme des femelles. Et c'est même des femelles. Puisqu'en réalité, c'est des gens qui vous brandissent un peu quelque chose comme de l'or. Pourtant, ils savent que en réalité, c'est du bois qui est derrière cela. Okay. Donc, moi, je pense que aucune mesure n'a été prise et que les Camerounais vivent du jour le jour. C'est à qui mieux. C'est tout simplement ce qu'il leur manque à dire. Okay. C'est à qui mieux et que, comme quelqu'un a dit, nous tournons vers Dieu. Ok. Voilà, Vincent de Paul Guédé, on nous a habitués lors de, on va appeler ça la première vague, on nous a habitués à un pointage quotidien de la part des autorités du ministère de la Santé publique et même des tweets, peut-être 3 tweets par jour de la part du ministre en charge de la Santé publique. Est-ce que ce relâchement-là participe de cette, on va dire, cette indifférence-là vis-à-vis de cette deuxième vague? Est-ce que le fait de cette absence de matraquage participe de cela? Je voudrais dire que la période du Covid a été très douloureuse pour le Cameroun, pour les Camerounais, et surtout pour les entreprises camerounaises. Elle a été pénible pour l'économie camerounaise, de telle sorte qu'au 31 décembre 2020, la plupart des entreprises n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Et au moment où ces entreprises sont en train de se relancer pour la nouvelle année, voilà qu'on revient avec cette deuxième vague. Il faudrait quand même dire que le Cameroun, quelque temps avant, venait d'être félicité pour sa gestion du Covid et avait été pris en exemple. On a demandé à d'autres pays d'être humbles. C'est discutable. Et de se rapprocher du Cameroun pour voir qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme méthode. Au sortir de tout cela, il y a eu des interventions pour féliciter les membres du gouvernement et tout le reste. Donc forcément, sur le plan psychologique, ça jouait sur les Camerounais qui ont estimé qu'ils pouvaient passer à autre chose, qu'ils pouvaient maintenant vaquer à leurs occupations. Mais je voudrais rassurer les uns et les autres que le Covid continue à sévir. J'ai d'ailleurs une pensée pour une amie très proche qui actuellement est en quarantaine pour cause de Covid. Donc le Covid existe. Même en entreprise, on a renoué avec ces mesures de vigilance où on interpelle les employés à respecter, à être vigilants, à respecter les mesures barrières. Donc je voudrais dire que cette indifférence peut s'expliquer par tout ce dont on parle là. Et d'ailleurs, on se rend compte que le gouvernement même est passé à autre chose. Le gouvernement est maintenant en train de combattre son propre ministre de la Santé. Comment pouvez-vous, en pleine période de Covid, lancer des enquêtes contre votre ministre de la Santé en charge de la gestion d'une pandémie comme telle? Et qu'est-ce qui se passe? C'est des questions qui ne touchent pas directement à la manière dont il a géré la pandémie. C'est une façon de le combattre? Écoutez, lorsque vous posez la question de savoir, le ministre faisait des tweets tous les jours. Oui. C'est parce qu'il y a l'audit qui ne fait plus de tweets. On le combat. Nous observons juste ce qui se passe. Non, les Camerounais veulent être informés des chiffres. Mais ce n'est pas non plus donnant l'information ici. Oui. Nous venons juste analyser une situation que nous vivons. Lorsqu'on vient interroger un ministre sur la gestion des sacs de riz pendant la période de Covid, lorsqu'on nous parle d'une deuxième vague, le chef de l'État dit: reprenez avec les mesures barrières, respectez toutes les mesures de distanciation. C'est à ce moment-là que le ministre qui est en charge de la gestion de cette pandémie est plutôt sous les chaumières. Parce que là, il doit rendre compte sur qui est-ce qu'il a donné ces sacs
de riz et d'apporter les décharges de tous ces différents responsables. Vous comprenez très bien que le gouvernement lui-même n'est plus dans la lutte contre le Covid. Il est passé à autre chose. Voilà. Non. Bêtement. Donc, Vincent de Paul, pour vous, comme l'audit est lancé, on ne s'occupe plus, on n'informe plus les Camerounais, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Je vous pose la question, dans quel état d'esprit vous pouvez arriver ici sur ce plateau et animer cette émission si vous savez que sur votre table, il y a une demande d'explication sur comment vos invités de la dernière émission sont arrivés ici? Je vous pose la question, dans quel état d'esprit est-ce que vous serez? Vous croyez que ça n'arrive pas souvent? Je voudrais tout simplement dire qu'on peut comprendre que le gouvernement lui-même, aujourd'hui, estime qu'il vaudrait mieux qu'il passe à autre chose, que la pandémie a été maîtrisée et qu'il sait comment est-ce qu'il doit la juguler. Ok. Moi, je crois que... Prévost Djanchou, vous êtes sûrement, vous savez ce qui se passe au Cameroun. Le président a demandé aux Camerounais lors de son discours à la nation le 31 décembre dernier de reprendre avec ces mesures-là édictées par le gouvernement le 17 mars 2020. Mais lorsque nous parcourons nos rues, le masque, ça donne plutôt une autre impression. Hein? Celui qui arbore le masque est plutôt regardé d'une certaine façon. Pour vous, ce relâchement est dû à quoi? Oui, c'est un constat qui est effectivement dû à deux choses. La première chose, c'est le sentiment que le peuple camerounais a par rapport à ce virus qui, dans la première vague, n'a pas touché toutes les tranches de la population avec la même sévérité. Donc, dans cette première phase de épidémie au Cameroun, on a eu beaucoup de personnes qui ont été atteintes. Je rends un hommage en particulier au corps médical qui a perdu beaucoup de leurs membres. Et dans la population générale, le citoyen lambda, il y a eu quelques cas de personnes qui ont eu des formes sévères, mais parmi tous les gens qui n'ont pas été atteints, on a le sentiment qu'ils ne voient pas ceci comme étant un virus sévère, ce qui est une erreur. Donc, je pense que la première chose, c'est la perception du risque de ce virus qui n'est pas la même qu'on ait ou pas été en contact avec des personnes malades. Et on doit réitérer le fait que c'est quelque chose qui passe aussi par la communication. Et c'est là mon deuxième point, parce que mon deuxième point, c'était de dire le peuple agit aussi par rapport à ce qu'on lui transmet comme message. Et là, je me tourne vers justement les autorités sanitaires qui doivent redoubler encore d'ardeur parce que, comme dans beaucoup de pays, le creux qu'on a observé dans la période d'octobre, novembre, a ensuite été une reprise de l'épidémie. Et ce décalage qu'on observe d'un pays à l'autre, c'est assez classique. On l'a vu déjà en première vague, le Cameroun n'était pas atteint au même moment que la France et la France n'était pas atteinte au même moment que le Canada. Donc il faut vraiment dire aux populations que même s'il y a eu cette petite accalmie, la deuxième vague qui vient, surtout avec aussi, c'était aussi un troisième élément majeur, le fait qu'il y a un variant qui a une contagiosité plus importante. Et on voit notamment, je discutais avec des collègues en Afrique du Sud, on voit la sévérité qui se rapproche de ce qu'on a ici dans nos pays, au Canada ou en Europe. Ici, en Afrique du Sud, on a dépassé le 1 million de cas avec plus de 35 000 décès. Donc, il faut vraiment, vraiment garder beaucoup d'humilité par rapport à ce virus, parce que même si dans la première phase, certains ont le sentiment d'avoir été épargnés, que c'était la maladie des Blancs, je mets ça entre guillemets, il faut vraiment se dire que, contrairement à ce que Didier Yimkwa disait, il n'y a pas de conflit derrière, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de manipulation. Il est réel le virus et beaucoup de Camerounais ont perdu la vie par rapport à ça, et d'arrêter de véhiculer ce type de message sur le plateau, c'est important.
Ok, merci. Raphaël Ndougou, on a vu le 30 avril 2020, le gouvernement annonçait un certain nombre de mesures visant à alléger celles qui avaient été prises le 17 mars et on a assisté partout à des scènes, on va le dire, certains coins, pas partout, à certains coins du Cameroun, des scènes de joie, les Camerounais étaient contents que, surtout la réouverture des débits de boissons. Est-ce que pour vous, c'est depuis le 30 avril que les Camerounais ont compris que le coronavirus était derrière nous? Non, c'est tout, pas du tout. Je crois que pour les Camerounais conscients... Qu'est-ce qui justifiait donc ces scènes de joie-là? Les scènes de joie étaient liées aux plaintes également des mêmes Camerounais. Je suis surpris d'entendre Mathias Kameni dire que le gouvernement n'a pas pris les dispositions et qu'on a réouvert les bars. C'était les mêmes plaintes parce que justement, Vincent Depoïda a indiqué que l'économie, parce que justement, les sociétés brassicoles rentrent dans l'économie. Et donc, le gouvernement, après avoir pris ces mesures-là, suspendre même l'école, a donc vu que peut-être les Camerounais prendront conscience pour voir dans quelle mesure on a laissé sujailler dans un SNAP, un exemple, qu'on puisse amener dans d'autres, et puis on reste comme nous sommes là. D'ailleurs, vous-même, vous avez tenu des émissions ici avec 2 invités en plateau. Ça veut dire que tout le monde a pris conscience dans l'affaire. Et quand le président revient le 31 décembre, il rappelle aux Camerounais de prendre à nouveau conscience. Parce qu'au-delà de tout, je vous avais dit ici, je suis venu dans 1 ou 2 émissions où je vous ai dit que les réseaux de grand-mère, moi je ne m'en sépare pas. Chacun à son niveau. Vous allez continuer à prendre? Je continue jusqu'à présent. Ok, tout le monde. Rassurez-vous. Dans la deuxième vague là, pour vous, ça... J'ai mon masque pour respecter ce que le président a dit, mais moi j'ai mes potions traditionnelles. Ça, je ne me cache pas. Maintenant, quand le président rappelle donc à la prise de conscience de tout le monde, il faut qu'on respecte cela. Ça dit qu'on n'a pas besoin de rentrer encore dans les détails politiques. Il y a des thèmes ou alors des sujets où on doit d'abord laisser la politique. Pour la simple raison que si on essaie d'observer de lundi à dimanche dans nos villes, on voit comment on se comporte. C'est un problème. Tout à l'heure, il évoquait le cas des entreprises. D'accord. Ça dit que dans les entreprises, effectivement, on a pris les dispositions pour balayer la route dans cette affaire. Et on impose, il y en a même qui sont surpris d'arriver dans des entreprises et non pas de cache-nez. Heureusement que, et ça c'est pour répondre encore à la vente de masques de 1000 francs, heureusement que les jeunes dames qui vendent des masques partout, qui coûtent 500 francs, 300 francs. Donc totalement faux ce qu'il a dit par rapport aux masques qu'on vendait à 1000 francs. Maintenant, et même s'il fallait rentrer là-bas en arrière, je crois qu'on a même vu des structures qui ont fabriqué les masques et les distribué gratuitement. On parle ici d'une affaire de santé publique. On parle ici d'une affaire qui, on a vu les médecins mourir de l'autre côté. Donc il n'est pas question de parler politique ici. Bien évidemment. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'attirer l'attention, non seulement de nous qui parlons là maintenant, mais d'attirer l'attention des autres Camerounais qui continuent à blaguer. Parce que moi-même qui parle là, je vous ai dit que je prends mes recettes, mais ça ne veut pas pour autant dire que je peux pas mettre le masque lorsque je vais au travail, ou bien lorsque je vais dans les surfaces où il y a assez de monde. Donc il faut qu'on soit clair. Cette affaire-là n'est pas l'affaire d'une personne. Et puis vous savez qu'on peut même blaguer avec nous, pas blaguer, on ne peut pas nos positions ici. Mais maintenant, nous allons accueillir le champ. Il y a des étrangers qui arrivent là. On a fait une émission ici, la dernière fois, on parlait justement des mesures qu'on doit pouvoir prendre. Et là, je suis d'accord avec lui, au lieu de tirer à boulet rouge sur le ministre de la Santé publique aujourd'hui, bien évidemment, il faut comprendre, M. Yédé, que c'est l'opposition qui pose les problèmes et il faut bien que le président résolve ces problèmes. C'est pour dire que le président écoute l'opposition au Cameroun. Parce que c'est un honorable député de l'Assemblée nationale qui a posé ce problème depuis plusieurs mois. Et quand vous savez que le contrôle sur l'État, c'est le ministre délégué, donc c'est le président lui-même qui demande qu'on suive cette affaire de trop près. Ça veut donc dire que l'opposition est écoutée au Cameroun. Mais ce n'est pas pour autant pour une affaire comme celle-ci où nous devons tout faire pour balayer la route parce que nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de plateau technique approprié. Les espaces qu'on a même pris autrefois, on a démonté justement. Mais sauf que nous pouvons prendre conscience nous-mêmes et éviter
que cette affaire-là vienne nous finir ici. Parce que si ça vient nous finir ici, on ne parlerait même plus politique et peut-être même que les médias pourront fermer. Donc ce que nous devons, c'est la vérité. Oui. Ce que nous devons dire tout simplement, c'est que le président a demandé, parce que si le président venait à imposer, à envoyer la police à la gendarmerie, on a dit que le régime répressif de Yaoundé a encore envoyé les gens arrêter ceux qui n'ont pas de masque. Le président dit, je vous exhorte de nouveau. Il exhorte, non? Il demande, c'est-à-dire il attire l'attention des Camerounais. Il n'a pas encore demandé que ce soit véritablement, comment on dit, si vous n'avez pas de masque, on vous arrête. Alors que si nous prenons conscience, tout cela, ça passe par la prise de conscience. C'est-à-dire que je sors de chez moi, je prends le masque, que je vais arriver à un endroit, je peux m'acheter le gel. Il est possible qu'on ait ce gel-là. Il n'a pas demandé à la police ou à la gendarmerie d'arrêter ceux qui n'ont pas de masque. Il est encore sur la phase de rappel du danger de l'affaire. Okay. Contrairement aux mesures justement répressives. Parce que pour moi, à un moment donné, les Camerounais, nous exagérons quand même chez nous, on ne respecte rien, on s'en fout de tout. Ok. Mathias Kamini, vous voulez parler Monsieur Ndengou, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est l'État qui a la charge de la sécurité de son citoyen. Alors, continuer à respecter les mesures barrières, je dis que ça ne suffit pas. Monsieur Séchanon Outou, la Côte d'Ivoire avait déboursé près de 500 milliards pour soutenir son peuple. Monsieur Biya n'avait déboursé qu'un milliard, monsieur Ndougou. Pourtant, notre pays a de l'argent. Souvenez-vous de la canne avortée de 2019, où on avait mis plus de 2 000 milliards. Monsieur Ndougou, on pouvait sortir 1 000 milliards sur ces 2 000 milliards qu'on ne sait pas où c'est passé pour soutenir les Camerounais. Ils ont engagé plusieurs constructions de grands barrages pour dire qu'ils devaient limiter le délestage. Mais il y a des quartiers qui sont suspendus d'électricité en pleine saison pluvieuse, où tout le monde sait que c'est en saison pluvieuse que les eaux montent et puis... Mais vous parlez de quoi? Monsieur Séjalan Outou, c'est eux qui ont promis 300 000 emplois aux jeunes en 2019. Où ils ont fait entrer 300 000 motos. Et c'est ces motos qui portent 3-4 personnes derrière pour propager ce virus. Vous donnez le tort à qui? Vous donnez le tort à qui? C'est eux. Lorsqu'il dit d'observer les mesures barrières, continuer à mettre les cache-nez. Mais monsieur Séjalin, comment va-t-il faire du marché du Carrefour de Koti, du marché Mokolo, du marché central, où parfois vous marchez, vous tamponnez avec quelqu'un? Comment va-t-il faire? L'État a échoué, ils n'ont pas pris de mesures, monsieur. Il s'agit de la vie des Camerounais. Je dis, ils n'ont pris aucune mesure. Alors, la première mesure était même de commencer à empêcher que ces motos surchargent des taxis. Comment on va empêcher? Mais l'État a les moyens. Oui, on avait interdit, non? Oui, mais l'État peut continuer à interdire. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Et vous savez pourquoi? Parce que effectivement, ils savent que le peuple va se soulever. Et pour maintenant empêcher que le peuple se soulève, ils préfèrent aller en sous-marin et ouvrir les bars. Parce que quand le Camerounais est sous, il ne peut plus descendre dans la rue et marcher. C'est de ça, mais c'est de cela qu'il s'agit. Ils ont compris cela. Il faut laisser la politique. Ils ont compris cela. Nous disons, monsieur, il y a eu de l'argent. Je dis, il y a eu 2 000 milliards pour la canne avortée de 2019. Mais il faut aller à 2 000 milliards. Et près de 3 000 milliards, on ne sait pas où est allé ces milliards. Pourtant, on pouvait, monsieur Séchalan, on pouvait prendre ne serait-ce que 1 000 milliards pour confiner les cas. C'est un problème de confinement. Mais le gouvernement n'a pas les moyens pour confiner. Et ce n'est pas parce que ces moyens manquent. Ces moyens, elles la mettent dans leur poche. Parce que lorsque vous avez affaire aux gens qui s'en vont même jusqu'à voler le riz même est cassé. Qu'on a donné aux Camerounais dans le confinement, mais ça devient très dangereux. Ok. Ouais, on va permettre Vincent Paul Yédé d'abord, rapidement. Il n'est pas long. Allez. Ou bien Didier Imkwa. Oui, je voudrais encore expliquer l'indifférence des Camerounais. Oui. Parce qu'il faut qu'on sorte de la comédie politique. L'indifférence, il y a plusieurs guides de lecture qui peuvent expliquer l'indifférence. Il y a aussi l'autosatisfaction. Il faut savoir que dès le début du déclenchement, de cette pandémie, il y a le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui a prédit l'hécatombe en Afrique. Il est allé plus loin, qu'on devait ramasser les cadavres comme les bouteilles plastiques. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Le même directeur général de l'OMS a félicité
à féliciter le président de la République par rapport à son plan, comment vous appelez ça, le plan national de riposte. Vous croyez que la mort est physique, il y a la mort spirituelle. Je vous en prie. Écoutez, je vous en prie, je ne suis pas en campagne électorale, je vous en prie. Nous sommes en train de parler d'un problème de défense publique. Parce que le Covid, la crise sanitaire, a entraîné la crise économique et la crise sociale. Et l'année 2021 sera une année difficile. Donc je ne suis pas dans la comédie. Donc pour dire que le même directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a expliqué pourquoi l'Afrique a essayé de faire comprendre la résilience épidémiologique de l'Afrique. C'était par rapport déjà à la jeunesse de sa population, à sa riche pharmacopée, et surtout, il a expliqué que le fait qu'on ait souffert pendant longtemps du paludisme, nous avons développé un mécanisme de défense. Et je crois que c'est à ce niveau-là aujourd'hui qu'on devrait... Et il est même allé plus loin. Il a dit, pour que l'Afrique ne retombe pas, parce que nous sommes là dans la nouvelle vague, il faut éviter de politiser le virus, le coronavirus. Mais malheureusement, certains de nos amis sont en train de mettre le virus dans le corona, en train de mettre la politique dans le virus. Ça ne marchera pas. Donc, je ne sais pas si mon ami le conseiller, l'ancien conseiller municipal du RDF a fait son texte. Il est gratuit parce qu'il peut être là en train d'éructer alors qu'il n'a même pas fait son texte. Le texte est gratuit. C'est gratuit. Actuellement, c'est gratuit. C'est gratuit. Il y a des gens qui ont payé 60 dans tous les districts. Je vous dis actuellement, c'est gratuit. Voilà une mesure qui n'a rien à voir avec le port de masque, avec le lavage des mains. C'est gratuit. Donc vous sortez de là demain, vous allez dans un hôpital du district, et dans un hôpital du district, pas l'hôpital à Cantini, il est gratuit. Donc moi je pense que c'est vrai, c'est l'opposition, vous jouez votre rôle, vous êtes dans le manichéisme total, tout ce que le gouvernement peut faire, vous le payez en noir, c'est votre mission. Et puis, nous la respectons, vous comprenez. Mais il faut aussi, par moment, lorsque vous êtes gentleman, féliciter un gouvernement qui a décidé de rendre le texte du Covid gratuit. C'est gratuit. Moi, je l'ai fait, c'est gratuit. Donc moi je crois qu'il faut aller dans le sens de la sensibilisation. Il faut que tous les acteurs politiques, à un moment donné, mettent leur, je ne sais pas quoi, leur ego entre parenthèses et aller vers la sensibilisation. Je regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous croyez que tous les adversaires de M. Macron ne sont pas d'accord avec la démarche. Mais à un certain moment, l'humanité ou bien l'humanisme prend le dessus sur les divisions idéologiques. Vous comprenez? Je suivais tout à l'heure une grande émission, tout un grand débat sur le Covid et je voudrais surtout demander, parce que là-bas, il y a comment le président de l'Académie des sciences de la France qui parle. Je voudrais aussi qu'au Cameroun, le président par exemple de l'Ordre national des médecins. L'heure du journal elle approche, je pense qu'il est là. Cédric Nouffelé, bonsoir, bienvenue au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de l'incendie survenu, l'explosion survenue au Middle Farm Stadium à Limbe. Il y a un engin qui était stationné sur les emprises de ce stade et qui a été incendié. Des populations dénoncent une main criminelle, d'autres y voient des groupes armés séparatistes. À quelques jours du Chan qui s'ouvre samedi du côté de Yaoundé, nous ferons le point sur les préparatifs des arbitres engagés dans cette compétition africaine, compétition qui attend un invité de marque, le président de la Fédération internationale, la FIFA, qui sera présent pour vivre lui aussi ce grand moment du football africain. Dans le journal de 20h, nous parlerons également du budget d'investissement public dans la région de l'Ouest, là où plusieurs magistrats municipaux émettent des réserves sur les projets qui ont été énoncés dans ce BIP au regard des besoins des populations et des lenteurs observées dans l'exécution des projets précédents. Nous parlerons également dans le journal de 20h des performances du secteur douanier et du secteur fiscal dans la région du Sud, des performances qui sont en deçà des attentes. Quelles en sont les raisons? Éléments de réponse dans le journal de 20h. Serge Alain.
Voilà, madame, monsieur, dans une centaine de minutes, donc ce sera la suite Equinox Soir, c'est-à-dire la deuxième partie, la partie réservée au débrief du journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Dr Jean-Chou Prévost depuis le Canada, Raphaël Ndougou ici en plateau, Vincent de Poliédé, Didier Yimkwa et Mathias Kameni. Mathias Kameni qui a mis le feu sur ses engins à Limbé. Ne pas me demander, c'est Jalin. Comment? Ne me demandez pas, quand vous me demandez qui a mis le feu, je ne sais pas quoi vous répondre. C'est le gouvernement qui doit vous répondre parce que voilà, c'est eux qui passent le temps à jouer du ping-pong avec certaines personnes là-bas, parce qu'en réalité, s'ils ne jouaient pas au ping-pong, ils nous auraient écoutés lorsque nous prenons position pour dire allons à la négociation, allons au dialogue. On ne devait pas observer tout ça. Donc s'ils n'observent pas, nous pensons qu'avec les séparatistes, ils jouent au jeu de ping-pong. Et les conséquences sont là. Ça coûte quoi, monsieur Serge Alain? Ça coûte quoi d'appeler ces enfants autour d'une table? Ça coûte quoi? Nous sommes fatigués d'observer ce genre de scène. Et rappelez-vous que ça fait moins de quelques jours, il y avait encore un massacre à Mouyoka. Mais c'est des Camerounais qui perdent la vie. Pourquoi c'est si difficile? Tout ça a un rapport avec le feu, là? Mais vous avez dit que vous ne savez pas qui a mis le feu. Mais je sais quoi je dis, c'est pas à moi que vous allez demander à ceux qui jouent au ping-pong avec ces gens. Pourquoi vous développez donc en parlant des massacres? Mais effectivement, s'il y a eu des massacres là-bas et qu'après il y a également eu des explosions, ça veut dire que ça peut avoir des liens. Ça peut avoir des liens, puisque c'est toujours des personnes inconnues. Ceux qui ont massacré, on nous a fait savoir que c'est des personnes inconnues. Ceux qui ont fait exploser les engins, on nous fait toujours savoir que c'est des personnes inconnues. C'est pourquoi moi je dis, nous allons continuer comme ça jusqu'à quand? Est-ce qu'il n'est pas temps que nous nous asseyons pour tirer les conclusions de cette affaire, pour trouver une solution sur cette affaire? Parce que ça devient quand même dangereux. Même lorsqu'on marche dans la rue, là, on marche en tremblant parce qu'on ne sait plus qui est qui. Donc moi je pense qu'en réalité, le régime devrait observer quelques moments de la retenue et dire: nous pensons que nous pouvons nous entendre entre nous les Camerounais. Parce que c'est entre nous. Alors convoquer les partis autour d'une table, qu'on s'asseye, et puis que chacun laisse son orgueil, qu'on s'asseye, et puis que nous trouvons des solutions durables pour notre pays. Parce que c'est des... Le gouvernement dit très souvent déjà avoir organisé le grand dialogue national. Oui, mais on voit... Si effectivement c'était pour... Et c'est là encore un autre problème, puisqu'ils avaient promis que c'était pour résoudre ce problème. Mais qu'y a-t-il encore qu'il y a des massacres des femmes et des bébés? Ça veut très bien dire que ils nous donnent une raison, parce que nous avons dit à ceux qui avaient assisté à cette mascarade de dialogue, parce que c'était une mascarade, que rien ne sortira, que rien de bon ne sortira de là. Puisque nous connaissons celui qui est en face. Nous connaissons celui qui est en face. C'est quelqu'un qui ne négocie pas. Parce qu'il a peur. Vous parlez de qui là? Je parle de M. Biya. M. Biya ne négocie pas, il ne va jamais négocier. C'est un va-t-en-guerre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait qu'à un instant, s'il accepte la négociation, son départ est programmé. Et pour cela, il préfère tenir de main de fer, quitte à ce que n'importe qui meure. Ce n'est pas son problème. Mais à condition que son pouvoir ne soit pas inquiété. Que son fauteuil ne soit pas inquiété. Sinon, comment peut-il se faire appeler le père de la nation? Encore que je peux même le concéder. Mais un père de la nation est celui-là qui écoute ses enfants. Un père de la nation est celui-là qui écoute le cri de ses compatriotes. Mais depuis 2018, dans toutes ces adresses à la nation, il demande à ces enfants-là qui ont pris les armes de revenir à la République, déposer les armes. Mais monsieur Serge Alain, de sortir de la brousse. Monsieur Serge, lorsqu'on taxe déjà des gens, des assassins, des terroristes, mais vous croyez que c'est facile qu'ils déposent les armes et marchent pour venir se rendre? Quelle est la garantie? Mais il y en a qui ont déposé les armes qui sont... Qui sont-ils?
Vous voulez les voir d'abord? Mais où sont-ils? Vous ne les avez pas vus, ça veut dire que ça n'existe pas, Mathias Kameni? Mais s'ils avaient donc déposé, pourquoi donc ça continue? Qui continue donc là-bas? Donc, en réalité, M. Serge Alain, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que lorsqu'on est un père de la nation, on laisse ses intérêts égoïstes et on s'humilie. M. Biya peut décider de s'humilier. À un moment donné, dit oui, j'accepte de m'humilier. Je vais dialoguer avec les Camerounais. Je vais dialoguer avec mes frères. Accorder l'amnistie à ces personnes qui ont porté les armes. Parce que pour les déposer aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Parce qu'ils ont peur. Même à ceux qui sont à l'extérieur, dit ok, je vous accorde l'amnistie. Rentrez au pays, nous allons résoudre ce problème. Ils vont venir parce que la garantie est là. Mais si il continue toujours à tenir des paroles de menace, parce que souvenez-vous de son dernier discours du 31, où il avait dit, où il avait encore réitéré son mot d'assassin. Quelqu'un qui veut pacifier doit baisser un peu le ton. Okay. Parce que lorsque vous continuez à les traiter d'assassins, ils continuent à foncer de plus en plus dans la brousse et se radicaliser. Okay. Et ce que je veux aussi mentionner, c'est que il n'a jamais, lors de ce discours, adressé ces mots de condoléances à tous ceux qui ont perdu la vie, ni les mots de réconfort à ceux qui ont été blessés. Mais il a pris plus de 5 minutes pour faire l'autopsie du président élu Maurice Kamto. Voilà, comme vous avez aussi pris plus de 5 minutes pour parler de... Ça avec un rapport. Merci Mathias Kameni. Vincent Lepaul de IED, est-ce que vous faites aussi une espèce... Il y a une relation pour vous, chez vous, entre l'incendie et la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce qu'il y a un lien? Je crois que c'est une opération de communication. Donc on veut faire passer un message? M. Kameni est en train de faire réussir. Parce que le Cameroun accueille le Chan. Vous savez très bien qu'il y a des délégations étrangères qui sont là. La compétition va commencer dans 2 jours. Samedi, oui. Et il y a une session de la CAF qui va se tenir là demain. Et à cette occasion, il fallait bien que dans les plateaux de télévision, qu'on évoque le sujet. Parce que c'est un sujet qui devait être mis à l'écart à cause de l'actualité sportive. Il fallait donc poser des actions d'éclat. Et ça n'a pas seulement commencé hier. Ces derniers temps, vous voyez bien la succession de ce genre d'actes qui vont ramener les gens à parler de ce problème-là et à inviter la communauté internationale à s'impliquer dans cette affaire. Vous savez que... Parce que c'est depuis le 1er janvier, c'est 13, il y a beaucoup de sang qui a coulé quand même. Hein? Oui, parce que c'est pensé en tout cas. Tel qu'on le voit, c'est pensé. Et ces activistes ont toujours estimé que on ne parlait pas assez de cette crise à l'extérieur, que les étrangers n'avaient pas une certaine idée de ce qui se passait réellement ici. Alors il fallait profiter de ce moment où les projecteurs de toute l'Afrique sont braqués sur le Cameroun pour poser ce genre d'action. Nous les condamnons déjà. Et nous regrettons que nous en soyons arrivés là. Parce que jusqu'à tout récemment encore, et nous continuons à espérer que ce processus qui a été entamé va aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut aussi profiter de ces moments pour dire que le Cameroun a évolué dans la résolution de cette crise anglophone, qu'il y a des progrès qui ont été effectués et que la décentralisation a connu son aboutissement à travers les élections régionales. Ici à Douala d'ailleurs, il y a le président du conseil régional qui a prêté serment aujourd'hui et ils le font dans toute la République ces derniers jours. Donc ça marque une certaine évolution de la situation politique. Et nous pensons que nous irons jusqu'au bout de cette situation-là. Donc, c'est malheureux qu'au moment où tous les projecteurs sont braqués sur le Cameroun, que certains en profitent pour poser des actes qui salissent le Cameroun. Et que des gens viennent intervenir, justement, rentrent dans ce jeu-là, comme s'ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait pour davantage essayer de salir le Cameroun. Ce n'est pas le but du jeu.
en ce qui nous concerne, nous souhaitons que cette crise-là soit résolue. Nous souhaitons que les négociations aillent jusqu'au bout, mais en même temps, nous pensons que le Cameroun nous appartient tous et que nous avons l'obligation de protéger le Cameroun, de défendre son image. Ok. Didier, quoi, pour vous, il y a une relation entre l'incendie et la crise? Alain Autou, cet acte, c'est un acte terroriste. C'est un acte terroriste. Toutefois, les séparatistes ont communiqué. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de ce chant chez eux. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est eux qui sont derrière cet acte. Je n'ai pas d'enquête à faire. Mais il y a des faits. Souvenez-vous, je crois 1 ou 2 semaines avant, Limbe a reçu Tara. Tara qui est la mascotte du chant. C'était une ferveur populaire. Donc les populations de Limbe Boya et le sud-ouest veulent vivre le chant. Donc certains veulent les terroriser. C'est ça le terrorisme. Faire peur par des actes. Tara a reçu une ferveur populaire. Je voulais dire aux populations de Limbe Boya, parce que sur instruction du chef de l'État, le président du COCAN, le ministre, le professeur Mwele Kombi, il y a eu un recrutement de volontaires. C'était des jeunes, plusieurs volontaires, qui vont accompagner les commissions techniques locales à Limbe. Donc je voulais dire à ces jeunes-là qu'ils n'aient pas peur. Nous avons suivi le communiqué du ministre de la Défense, M. le délégué de la Défense. Les forces des désordres rencontreront les forces de l'ordre. Si je voulais revenir sur la crise anglophone, depuis que j'écoute un certain nombre de discours, il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, pour que le conflit armé Nozo soit résolu, il faut une transition à la tête de l'État sans le président Biya. Certains pensent même qu'il faudrait que le 3e président de la République soit un anglophone. Bon, il y a ce type de discours et cela m'a amené, Serge Alain Autou, à faire la comparaison, un parallélisme avec le triangle du feu. Parce que pour qu'il y ait le feu, il faut 3 éléments majeurs. Il faut la source, une source de chaleur, il faut un carburant, il faut un combustible. Quand vous le ramenez dans le nozo, le combustible, c'est tout ce qui brûle, tous les hommes qu'on assassine, tous ces enfants qu'on tue, c'est ça le combustible. Qu'est-ce qu'est le carburant? Le carburant, c'est l'élément qui active le feu. Évidemment, c'est ce type de discours que je viens d'entendre ici avec Kameni, qui, je crois qu'il avait encore une once d'humanité en lui. Il aurait dénoncé l'acte. Il ne l'a pas dénoncé. Il a plutôt demandé que le chef d'État offre du caviar et du champagne à ceux-là qui ont assassiné les enfants. C'est ça le carburant. C'est ce type de discours. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la source de chaleur. Évidemment, tous ceux qui ont un agenda caché, tous ceux qui font dans la nécropolitique, la politique des cadavres, ont un langage. Ils parlent de stigmatisation, de malgouvernance, comment dirais-je, c'est-à-dire qu'on a isolé, qu'on veut la francisation du nozo. Voilà autant de discours. Si vous voulez aujourd'hui qu'il n'y ait pas le feu, il faut d'abord tuer tout le monde, ce qui est impossible. Il faut aussi avoir le courage de stopper ce type de discours qui enflamme, qui n'apaise pas. Parce que quand j'écoute un conseiller municipal qui a été élu, et je le félicite pour ça, je le respecte, éviter de dénoncer ces actes du terroriste, moi ça me fait peur. Monsieur Kameni, je vais reprendre un discours du chairman qui a été votre président, qui a été même votre papa. Lui disait qu'il ne marchera pas en 92, parce que lui aussi, il avait défendu, il avait dit qu'il était élu. Mais lui disait qu'il ne marchera pas sur les corps des Camerounais. Kamto l'a également dit. Je vous en prie. Ouais. N'amenez pas Kamto en ce débat. Kamto l'a également dit. Il disait qu'en 92, Fundi l'a dit, le chairman, qu'il ne marchera pas sur les cadavres des Camerounais pour aller s'installer et tout dit, qu'il ne va pas nager dans le sang. C'est pour ça que chairman que vous connaissez très bien, qui a été votre mentor, reste aujourd'hui un homme respectable.
Donc, vous voulez nous entraîner dans la nécropolitique, vous voulez utiliser peut-être le conflit Mozo comme un cheval de Troie, ça ne passera pas. Nous sommes tous pour le dialogue. Et pourquoi vous ne dialoguez pas? C'est pas moi qui suis le président. Mais assumez les responsabilités. Je le dis ici. Assumez. Dans mon parti politique, le FSNC, notre président national était clair. Monsieur, déposez les armes comme les autres. Vous avez les DDR qui sont pleins de jeunes, qui ont compris qu'on les avait trompés. Déposez les armes, vous rentrez dans le couloir républicain et on va dialoguer. On ne peut pas dialoguer avec le fusil sur la tempe, sur les tempes, monsieur. C'est impossible. Donc je pense qu'il faut tenir un discours responsable. C'est tout ce qu'on demande. Vous comprenez? Parce que ceux qui tuent, ces assassins que vous considérez comme les combattants de la liberté, ne savent même pas pourquoi ils tuent. Ils ne connaissent même pas l'enjeu de cette histoire. Les commandités sont ailleurs, peut-être même à côté de vous, qui ont des agendas cachés. Ces enfants-là sont élevés par la drogue, sont endoctrinés, on leur propose non et merveille, mais ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Ils ne savent pas exactement ce que l'agenda des commanditaires. Donc moi je pense que soyons responsables, soyons sérieux. Ce CHAN va réussir. Et si moi personnellement j'ai quelque chose à retenir du renouveau, je retiendrai d'abord ces infrastructures. Je peux vous dire, tous ceux qui ont vu soit le complexe sportif de Japoma, vous dites qu'on n'a pas, que c'est quelque chose, c'est une magnificence féerique, paradisiaque. Donc depuis un demi-siècle. Ceux qui ont vu le stade de la réunification, qui n'est pas du badigeonnage, c'est de faire. Vous présentez un stade et vous vous félicitez, M. Yemkwa. Dans le Gabon, qui est moins pauvre que nous, a 10 fois ces infrastructures. Vous vous félicitez de quoi? Je peux parler du Cameroun. Quand vous parlez, je vous écoute. Bien lui-même. Et il n'a pas donné, il a refait. Où sont les infrastructures que lui-même a Quand vous parlez, je vous écoute. Vous pouvez m'écouter. Où sont les infrastructures que monsieur Bia a trouvées? Vous pouvez m'écouter. Il les a tout abîmés, maintenant il les refait, vous venez l'inventer ici. C'est maintenant votre président. C'est lui maintenant votre président. Je veux faire savoir aux téléspectateurs qu'il s'agit d'une réflexion. Tout à l'heure, vous avez demandé à vos amis de moto taximan de quitter alors que ce sont vos amis. Vous avez dit que le président leur a donné une moto alors que ce sont vos amis. J'espère que vous aurez le courage de leur parler dans les yeux demain. Je vous le dis. Je parle des stades, des infrastructures sportives. Je continue à dire que le complexe sportif de Japoma, c'est une magnificence féerique. Le stade de la réunification de Bepanda, c'est une magnificence parasidiaque. Le stade que vous allez à Bafoussam ou à Limbe, c'est des choses rares. Je peux vous dire, certaines personnes, des experts des questions de football qui ont vu ces stades, se sont demandé si le Cameroun était en train d'organiser la Coupe du Monde. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que les Camerounais soient sûrs, qu'ils soient calmes, qu'ils ne soient pas désespérés, que cette tarte de Limbe ne les fasse pas peur, qu'ils ne soient pas désemparés. Le CHAN va se dérouler et dans de très très bonnes conditions. Okay. Parce que c'est le CHAN de la jeunesse, c'est une fête planétaire et à l'heure où je vous parle, il y a près de 50 télévisions internationales au Cameroun actuellement. Donc on ne devait pas leur servir cette image-là. Raphaël Ndougou, est-ce que ce qui s'est passé à Limbe peut tuer, entre guillemets, l'enthousiasme des populations de ce côté-là par rapport au CHAN qui commence samedi? Non, pas du tout. D'ailleurs, vous avez suivi, je crois que c'est des vieux engins qui étaient garés non loin du stade. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. La préoccupation majeure ici, c'est comment nous allons continuer avec notre pays, même quand le président bien ne sera plus là, M. Kameni. Pourquoi? Parce que ne pensons pas que nous sommes envoyés ici et que nous allons rentrer un jour. C'est notre pays. C'est notre pays, on n'a pas besoin de brandir une certaine image lorsqu'il y a les étrangers sur notre territoire. Pour la simple raison que vous avez évoqué un certain nombre de choses. Pourtant, on vous a posé une question, qui a mis le feu? Vous avez dit qu'on demande au gouvernement. Dès que vous avez dit cela, il fallait plus continuer à parler. Mais vous nous avez ramené sur le grand dialogue où? Parce que votre leader n'était pas là. Vous avez refusé, vous êtes quand même un élu, vous aurez dû prendre part. Il avait refusé comme les autres, puisqu'il n'était pas en liberté. Et vous avez pensé que ce n'est que le bon Dieu
qui devait assister à cette affaire. Moi, je voulais vous mettre au défi. Si vous avez la possibilité de prendre ces jeunes qui posent ces actes barbares, qui tuent nos enfants, qui ont encore lancé des assauts en tout début de cette année, si vous avez l'habitude, ou alors si vous avez la possibilité de causer avec eux, ramenez-les. Et d'ailleurs, le dialogue n'est pas simplement sur le haut niveau. Le dialogue, c'est dans votre famille, votre épouse et vous. Le dialogue, c'est partout. Le dialogue, ce n'est pas une affaire où vous attendez le président Biya. Le dialogue, c'est également dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si vous avez des familles là-bas, et c'est le moment. Donc, on n'a pas besoin de salir notre pays à un moment donné. Lorsque quelque chose ne va pas bien, nous avons souvent le courage de dire que ça ne va pas bien. Mais maintenant qu'il y a eu, ça peut mettre un enfant, ça peut mettre l'effet de la chaleur. On ne sait pas trop comment, quelqu'un peut même fumer, et jeter le mégot de cigarette, ça prend feu. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des étrangers? Mais rassurez-vous, le Cameroun ne peut pas accepter, et le président Biya n'acceptera pas qu'un étranger sur son territoire puisse avoir un souci. Et sur ce coup-là, rassurez-vous, c'est comme M. Yimkwa vous a dit que les forces des autres trouveront sur leur chemin les forces de l'ordre. Pourtant, vous avez toutes les solutions. Toutes les solutions que vous avez, faites donc les propositions dans cela. Pour cela, à qui le droit? C'est-à-dire qu'une fois votre leader a été libéré, quand il a refusé de partir, ou alors il vous a demandé de ne pas assister au grand dialogue, et que vous appelez mascarade, trouvez donc d'autres méthodes pour qu'un autre grand dialogue soit convoqué en arrêtant le but des armes de l'autre côté. Mais tant que vous n'avez pas, vous passez le temps à critiquer, vous ne dites rien. Moi, je suis sûr d'une chose, que peut-être c'est dans nos rangs même que nous faisons des bonnes propositions qu'ailleurs. Parce que c'est simple. Nous disons, il y en a qui sont pour la séparation, il y en a qui sont pour le fédéralisme, mais il y en a qui sont pour l'amélioration des conditions de vie. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'il est question. Il faut que les conditions de vie soient améliorées. Alors, nous avons toutes ces propositions-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est d'aller s'asseoir. Si vous avez D'ailleurs, ce qui est sûr, c'est que ça a commencé à brûler là-bas. Deuxième attentat, c'était là dans l'Ouest. Ça veut dire qu'il n'est pas question de se moquer de ceux qui souffrent aujourd'hui. Parce que lorsque la barbe de votre voisin brûle, faites-en attention. Ça peut arriver également là où nous sommes. D'ailleurs, vous venez de dire que quand vous marchez aujourd'hui, vous n'avez plus confiance même en vous-même. Donc il est temps que nous demandons à ces jeunes, qui sont nos compatriotes, que lorsqu'il y a un problème, il vaut mieux ne pas continuer sur ce mauvais chemin. C'est ce que le président Biya a dit le 31 décembre. Il appelle à ces gens-là, comme il a appelé les Camerounais, de porter les masques et de laver les mains. Il appelle ces gens-là à déposer les armes. Les solutions vont arriver pour cette situation. Monsieur Kameni, Monsieur Biya lui-même a lavé les mains en public pour montrer aux Camerounais ce qu'il faut faire. Vous avez été un élu du peuple. Sachez que il a porté ses masques en public pour montrer aux Camerounais. Le peuple vous a choisi et vous choisit pour résoudre leurs problèmes. Et vous étiez un élu du peuple à la base. Donc, imaginez-vous dans la peau de celui qui est conseiller municipal à Limbe et dans toutes les autres villes. Dans quel point il peut se trouver à ce moment? Donc, il n'est pas question de salir notre pays. Nous disons que ça peut être juste un jeu que les enfants sont allés jouer. Les forces de défense ne vont pas accepter que les étrangers se retrouvent dans ces conditions. Voilà, on va terminer notre tour avec le docteur Jean-Tchou Prévost. C'est votre pays, vous êtes à plusieurs milliers de kilomètres du Cameroun, votre terre natale. Vous suivez cette actualité dans quelques jours. Le CHAN, le Cameroun va abriter le CHAN 2021, un des sites, Limbe. On a vu des anciens partir en fumée. Est-ce qu'il y a un rapport avec la crise anglophone, de votre point de vue? Alors, nous n'avons pas le retour du docteur Jean-Tchou ici.
Voilà, on va revenir sur le plateau parce que dans quelques instants, on va se séparer. Vincent de Paul Yédé, vous dites que les Camerounais accueillent cette autre grande fête du football africain. On doit taire certaines choses pour montrer un autre visage du Cameroun. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons une compétition que nous accueillons. Nous avons des étrangers que nous accueillons. Nous devons leur montrer ce qu'il y a de mieux chez nous, ce qu'il y a de meilleur. Nos problèmes ne fuient pas. On reviendra à nos problèmes lorsqu'ils seront partis. C'est comme ça que ça se passe partout ailleurs, même chez vous. Lorsqu'on a sonné... Vincent de Paul Yédé, vous dites que nos problèmes ne fuient pas. Nos problèmes ne fuient pas. Donc après les chaînes, les problèmes, on pourra bien revenir discuter. Ce Cameroun tel qu'il est en train de faire là, on verra bien. Vous savez, la boîte de Pandore a été ouverte. Les gens ont pris des armes, c'est extrêmement compliqué. Ça ne peut pas se régler en de baguette magique, comme un coup de baguette magique. Non, c'est pas possible. Donc on prendra le temps pour régler cela. Mais pour l'instant, accueillons nos invités. Et c'est l'occasion pour moi de leur souhaiter la bienvenue et de leur parler du PCN. Peut-être qu'ils ont entendu parler du PCN sans savoir que, c'est le petit frère du effectivement le parti du président Cabral. Ils savent que c'est le petit frère qui aspire à prendre le pouvoir en 2025. Oui. Nous sommes un parti républicain qui aime le Cameroun, qui respecte les institutions et qui mène un combat en respectant la légalité. Nous profitons également de la campagne des inscriptions sur les listes électorales qui a été ouverte dès le 1er janvier pour apporter notre soutien à l'organisation OMC, 11 millions de citoyens, qui hier et aujourd'hui a mené des activités en Dokoti pour inciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'au PCN, nous pensons que ce n'est qu'à travers les élections que nous pouvons aller jusqu'à Etoudi. Donc nous invitons les Camerounais à s'inscrire parce que demain, c'est eux qui auront la décision. Ok, Mathias Kameni. Qu'est-ce que vous dites aux étrangers qui sont au Cameroun? Parlez aux étrangers qui sont au Cameroun, Mathias Kameni. Moi, je dis personnellement que Dieu les bénisse parce qu'au Cameroun... Alors vous êtes pasteur Cameroun, on ne vit que grâce à Dieu. Comment ça? Donc que Dieu continue à leur protéger jusqu'à leur retour. Parce que si on regarde même sur la route sur laquelle ils sont arrivés à Douala, alors comme nous avons promis l'autoroute, ça fait plus de 6 ans, on n'a que réalisé 60 km sur 221. Je pense quand même qu'ils vont comprendre qu'ici, ils sont à un demi en fait. Comment ça? Le Seigneur est là pour les protéger, comme je le dis toujours. Et je vais dire aux Camerounais de continuer à faire confiance à notre parti parce que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est le seul parti au Cameroun qui a un très grand projet de société pour l'avenir de tous les Camerounais. Le rêve de la jeunesse, c'est le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et je voudrais également profiter pour saluer tous ces milliers de Camerounais que malgré les intimidations, malgré les enlèvements, continuent à nous faire confiance. Tenons Dieu, la victoire n'est plus loin. C'est ceux en face qui ont des problèmes, mais nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous sommes debout et nous sommes fiers de l'être. Et j'appelle également les Camerounais à être debout le 5 février pour accueillir triomphalement le vice-président Mamadou Mokta, notre héros national, de converger tous à Yaoundé pour l'accueillir. Allons avec nos torches et nos lampes. Parce qu'ils risquent de le libérer nuitamment comme ils le font souvent pour nous éviter de faire foule. Mais nous allons élire domicile là-bas. Même nous allons dormir là-bas jusqu'à accueillir notre héros national. Voilà, donc mobilisons-nous. Voilà, merci. On va d'abord prendre le docteur Jantou, qui est, je crois, la qualité est bonne cette fois-ci. Docteur Jantou, oui. Vous disiez, je vous interrogeais sur est-ce qu'il y a un rapport entre l'incendie à côté du stade de Limbé et la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Oui, tout à fait. Je disais que cette crise arrive à un moment donné où les populations sont très désemparées. Ça fait plusieurs années que cette guerre, puisqu'on va parler de guerre interne, une guerre fratricide sévit. Et pour se faire entendre, les populations ont essayé par tous les moyens de faire entendre leurs revendications. Et vivant dans un pays fédéral ici au Canada, on se rend compte que c'est important de mettre sur pied des outils pour écouter les différences culturelles. Et ces outils, malheureusement, ne sont pas mis au pied au Cameroun parce que dès l'instant où
il y a une voix discordante, elle est considérée comme une voix à abattre. Et on le voit par rapport aux marches du MRC qui ont été réprimées parce qu'ils avaient simplement voulu mettre en avant cette volonté de parler d'un dialogue authentique et surtout de soulever les maux qui minent le Cameroun. Et ces maux sont tellement nombreux que finalement, la CHAN serait un non-événement parce que quand je vois encore des écoles à l'extrême nord où les enfants sont assis sur des parpaings et puis les salles de classe avec des pailles, je me dis l'argent mis dans les stades des Japoma, l'argent mis dans beaucoup de choses et une grosse partie de cet argent qui a été détourné alors qu'il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'eau potable. Je me dis le gouvernement n'entend pas et ils font un peu de la sourde oreille face à leur peuple. Et donc, je pense que ces attentats et autres sont des manifestations d'un peuple qui souffre. Et il faudrait réellement que le gouvernement convoque tous les leaders des partis politiques pour s'asseoir avec eux à la même table, réfléchir. Et nous, dans la diaspora, on est tous prêts à contribuer, à apporter des idées pour que le Cameroun, peut-être ça ira vers le fédéralisme, probablement ça ira vers le fédéralisme, mais il faut que vraiment un dialogue authentique se fasse. Merci, Dr Zantour, depuis Montréal. Merci d'avoir une fois de plus été avec nous. Raphaël Ndougou, voilà, dans 2 jours, qu'est-ce que vous dites aux étrangers qui sont chez nous au Cameroun? Ces étrangers-là, forcément, viennent des familles aussi. Je voudrais faire mien les propos de M. Yédé. Lorsque vous bagarrez avec votre épouse, ça aussi c'est la preuve du dialogue, et qu'on sonne à votre porte, vous demandez à votre épouse, laissons l'étranger partir avant de continuer notre bagarre. Ça là, c'est quelque chose qui concerne monsieur Kameni, parce que quand ils sont là, nous les accueillons. D'ailleurs, le Cameroun n'est pas un hôpital, c'est vrai, mais c'est une terre très accueillante. Maintenant, je ne voudrais pas faire la propagande ici, parce que le Cube lui fait la publicité, le sel il ne fait jamais la publicité. On connaît le sel et donc vous suivez mon regard, parlant des partis politiques. Mais je n'ai pas suivi M. Kameni appeler les Camerounais comme M. l'a fait. Il a juste dit que non, comme c'est le parti, le petit frère du RDPC. C'est le moment, M. Kameni. C'est le moment d'appeler les Camerounais d'aller s'inscrire. Peut-être que vous ne l'avez même pas dit qu'on a relancé les inscriptions. Il faut que les Camerounais le sachent. Que c'est maintenant le moment d'aller s'inscrire. Les Camerounais ont le MSC dans le cœur. Oui, le MSC sans Nous n'avons pas besoin de les dire. Ils savent ce qu'ils ont à faire. 100 cartes d'électeurs. Ils ont le MSC dans le cœur. Deuxième chose, 100 cartes de parti. C'est le moment de sensibiliser parce que vous voulez profiter des détails du genre l'acquisition de Nozo. Ce n'est pas ça. Vraiment, il faut sensibiliser. L'émission que nous avons commencé au début, nous avons parlé de sensibilisation sur le port du masque. Nous sommes tombés dans les enjeux. La sensibilisation, on demande aux jeunes de sortir de la forêt. Maintenant, on sortit l'émission dans le cadre de votre plaidoyer ou alors votre campagne électorale une fois de plus. Il faut dire aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales si vous essayez. Si vous espérez battre le seul parti qui est représenté dans 360 communes au Cameroun. Merci. Et DJ Mkoa, on termine rapidement. Oui, Serge Alotou, le chant total 2021 est comme cette fleur splendide qui annonce la qualité du fruit, la qualité du beau fruit qui sera la canne les prochains jours. Je voulais dire à nos frères qui sont là, parce qu'une fois que vous traversez les frontières du Cameroun, vous êtes Camerounais, parce que le CHAN Total 2021 n'est pas l'affaire d'un parti politique. C'est l'affaire de tous les Camerounais. Je voulais parler, le président Biya a demandé qu'on recrute les volontaires qui sont des jeunes. Donc c'est la fête de tous les Camerounais. Ça n'a rien à voir avec la religion, le sexe, c'est tous les Camerounais. Et aujourd'hui, c'est une fête continentale, c'est une fête planétaire. Je voulais dire à nos frères qui sont venus des 4 coins du monde, de la planète, que le CHAN Total 2021 est placé sous le prisme du développement durable. Le développement durable a 4 piliers fondamentaux. Non, on ne va pas les citer. C'est l'économie, voilà. Merci, on est arrivé. Le message est passé. Voilà, merci DJ Mkoa. Parole d'un allié du RDPC.
Mais Vincent, Il se réclame. Oui, je ne sais pas la maladie. Oui. Le multiculturalisme qui fait partie du développement durable, l'économie de partage, la construction d'une société équitable et la protection de l'environnement. Voilà, c'est le champ que nous projetons à nos amis qui sont Didier Mkwa, merci Vincent de Poliédé, merci Raphaël Edougou, merci Mathias Kameni, MK. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Merci. Et je continue à demander aux Camerounais de se mobiliser pour accueillir. Merci Mathias. Merci. Voilà, madame, monsieur, on est arrivé au terme de cette édition Equinoxoir, l'avant-dernière de la semaine. La dernière, c'est bien évidemment demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Nkondogo. Ton ancien quartier. Oui.